Juillet 2024, San Diego Comic-Con, la plus grande messe de la pop culture mondiale. Sur scène, les frères Russo, les réalisateurs d'Infinity War et d'Endgame, annoncent leur retour chez Marvel pour le prochain film Avengers. Derrière eux, une troupe de silhouettes en armure verte et cape à capuche monte sur scène, toutes masquées du même visage de métal. L'une d'elles s'avance, elle retire son masque. Et la salle entière perd la raison, parce que le visage en dessous, c'est Robert Downey Jr. L'homme qui a lancé tout l'univers Marvel en 2008. L'acteur le plus aimé de la saga, celui dont la mort à la fin d'Endgame a fait pleurer la planète. Il est de retour. Mais pas en Iron Man. Le panneau derrière lui affiche le titre du film, et tout est dit. Avengers, Doomsday. Robert Downey Jr. sera Dr. Doom. Le héros fondateur revient en méchant final. Et là, deux réactions se sont affrontées sur internet. Ceux qui connaissent les comics ont hurlé de joie, parce qu'ils savent qui est Doom, et pourquoi ce casting précis est un coup de génie qu'on t'expliquera en détail ce soir. Et tous les autres ont posé la même question. C'est qui ce type en armure verte ? Pourquoi Marvel mise tout son avenir, des centaines de millions de dollars, le retour de son acteur légendaire et la conclusion de toute une saga sur un méchant que le grand public ne connaît presque pas ? La réponse, c'est que tu le connais mal parce que le cinéma l'a toujours raté. D'ailleurs, si tu as vu les 4 fantastiques First Steps l'été dernier, tu as déjà croisé le nouveau Doom sans le savoir ou presque. La scène post-générique, la petite Franklin et cette silhouette encapuchonnée agenouillée devant l'enfant, le visage masqué hors champ. Quelques secondes, 0 dialogue et des salles entières en apnée. C'était lui. L'entrée en scène la plus discrète jamais offerte à un grand méchant pour l'un des personnages les plus démesurés jamais écrits. Mais dans les comics, Dr. Doom n'est pas un méchant parmi d'autres. C'est LE méchant. Le plus ancien, le plus complexe, le plus respecté, celui que les scénaristes s'arrachent depuis 60 ans, celui qui a fait des choses qu'aucun autre personnage de Marvel n'a jamais faites. Thanos a claqué des doigts une fois. Doom, lui, a tué des dieux, volé leur pouvoir, régné sur la réalité entière, et il l'a fait plusieurs fois. Et pourtant, ce n'est pas pour ses exploits qu'on l'adore, c'est pour sa tragédie. Parce que sous le masque de métal, il y a l'histoire d'un enfant brillant né dans la boue, qui a tout perdu, qui s'est juré de sauver le monde, et qui est devenu son pire tyran en étant sincèrement persuadé d'en être le sauveur. Dr. Doom, c'est ce que devient un héros quand l'orgueil gagne. Alors ce soir, on reprend tout depuis le début. L'enfant sur Latverie, la mère damnée, la rencontre avec Reed Richards, l'accident qui a tout fait basculer, le masque, le trône, les pactes avec l'enfer, le jour où il a conquis l'univers, et l'histoire précise que le film qui arrive en décembre est en train d'adapter. Zéro spoiler du film, promis. Uniquement ce que Marvel a montré publiquement et 60 ans de comics. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi les fans tremblent d'impatience, et tu feras probablement partie de ceux qui trouvent que Doom mérite de gagner. Installe-toi, on ouvre la boîte. Tout commence dans un pays qui n'existe pas, et c'est déjà toute l'idée du personnage. La Latverie est une minuscule nation fictive d'Europe de l'Est, coincée quelque part entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie selon les cartes, un royaume de montagnes, de forêts noires et de villages accrochés aux pentes, resté bloqué quelque part entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. Un décor de contes de fées des frères Grimm, avec un château qui domine la capitale. C'est là que naît Victor Von Doom, et il naît tout en bas de l'échelle, chez les Roms de Latverie, un peuple nomade méprisé, persécuté, chassé de campement en campement par la noblesse locale. Retiens bien ce point de départ, parce que tout le personnage est construit dessus. Le futur monarque le plus orgueilleux de l'univers Marvel est né apatride, pauvre et haï pour ce qu'il était avant même d'avoir ouvert la bouche. Son père, Werner Von Doom, est le guérisseur du clan. Un homme doux, respecté, qui soigne avec des herbes et des mains patientes. Un jour, le baron local, un tyran du nom de Vladimir Fortunov, le fait convoquer de force au château. Sa femme se meurt, et si le guérisseur Dzigan échoue, il paiera de sa vie. Werner examine la baronne et comprend qu'elle est condamnée, qu'aucune médecine au monde ne peut la sauver. Il le dit. Elle meurt. Et le baron, fou de douleur, ordonne sa mise à mort. Werner s'enfuit dans la montagne en plein hiver, son petit garçon serré contre lui et les soldats à leur trousse. Ils survivent à la traque, mais pas au froid. Werner meurt gelé, ayant donné son manteau et sa chaleur pour que Victor vive. Le gamin est recueilli par le clan, orphelin de père, avec une leçon gravée au fer rouge. Son père était bon, honnête, dévoué, et le monde l'a tué pour avoir dit la vérité. La bonté ne protège de rien. Le pouvoir, si. Mais c'est l'autre parent qui va définir Victor, et c'est le secret le plus important de toute son histoire. Sa mère, Cynthia Von Doom, est morte quand il était bébé, et elle n'était pas guérisseuse. Elle était sorcière. Une vraie. Désespérée de voir son peuple écrasé, Cynthia a fait ce que font les désespérés dans les contes. Elle a pactisé avec un démon. Et pas n'importe lequel. Méphisto, le seigneur des enfers de l'univers Marvel, le grand marchand d'âmes. Le pacte a mal tourné, comme tous les pactes avec Méphisto. Le pouvoir qu'elle a reçu a provoqué un massacre qu'elle ne voulait pas. Des innocents sont morts,
et Cynthia a été tuée, son âme aspirée en enfer où Méphisto la torture depuis, pour l'éternité. Victor grandit donc avec ce double héritage impossible, un père martyr de la science des hommes, une mère damnée par la magie des démons. Et dans ses affaires, il retrouve le coffre de sa mère, ses grimoires, ses instruments de sorcellerie. Le gamin comprend ce qu'elle était, comprend où elle est, et fait le serment qui va dévorer sa vie entière. Un jour, il sera assez puissant pour descendre en enfer et arracher l'âme de sa mère des griffes de Méphisto. Et c'est là que le personnage devient unique dans toute la pop culture. Parce que Victor ne choisit pas entre les deux héritages. Il prend les deux. La science du père, la magie de la mère. Adolescent, il dévore les grimoires maternels et construit des machines qui stupéfient le clan. Il vend des inventions de village en village, des appareils qui semblent tenir du miracle, et sa réputation grandit dans toute la Latvérie, le petit génie Tzigane. Il utilise ses gadgets pour protéger le clan et faire tourner en bourrique les soldats du baron. Des pièges, des illusions, des machines déguisées en sorcellerie qui terrorisent les patrouilles, une guérilla d'inventeurs adolescents contre un État, et le folklore local commence à murmurer que le fils de la sorcière est peut-être plus dangereux que la sorcière. À ses côtés, deux figures. Boris, le vieux compagnon de son père, qui l'a élevé et le suivra toute sa vie, l'unique être humain autorisé à dire à Doom ce qu'il pense, et Valeria, une fille du clan, qui tombe amoureuse de lui, et lui d'elle, autant qu'il est capable d'aimer autre chose que sa mission. Retient son prénom aussi. Chez Doom, tout ce qu'on retient finit par revenir, en général pour faire mal. Voilà le portrait au moment où le destin frappe à la porte. Un adolescent d'une intelligence effrayante, orphelin des deux côtés, persuadé depuis l'enfance que le monde est une machine injuste dirigée par des médiocres, porteur d'une dette sacrée envers une morte, et déjà convaincu d'une chose que rien ne le fera jamais lâcher. Lui, Victor, voit plus loin que tout le monde. La suite lui donnera presque raison. Presque. Et c'est dans ce presque que tient toute la tragédie qu'on va te raconter. Parce qu'un jour, des hommes en costume débarquent au campement. Les prouesses du petit génie de Latvérie sont remontées jusqu'aux États-Unis, et une université américaine lui offre une bourse complète. Victor hésite à peine. L'Amérique, c'est les laboratoires, les moyens, la technologie de pointe, tout ce qu'il faut pour son grand projet. Il embrasse Valeria, promet de revenir, et traverse l'Atlantique. Le voilà sur un campus américain, jeune homme fier au milieu des fils de bonne famille, avec son accent, ses manières d'aristocrate sans royaume et son mépris tranquille pour à peu près tout le monde. Et dès la première journée, l'administration lui présente un autre étudiant prodige, en lui suggérant d'en faire son colocataire, ce qui est objectivement la présentation la plus lourde de conséquences de toute l'histoire des comics. Victor, voici Reed Richards. Il est brillant, comme toi. Il faut s'arrêter sur cette rencontre, parce que 60 ans de guerre commencent dans ce couloir d'université. Reed Richards, le futur Monsieur Fantastique, est très exactement ce que Victor ne peut pas supporter. Aussi intelligent que lui, peut-être plus, mais né du bon côté de la barrière. L'Américain doué, décontracté, généreux, aimé sans effort, qui n'a jamais eu à se battre pour exister. Victor refuse la colocation d'un revers de main, et les deux génies entament une rivalité de laboratoire polie et féroce, à qui publiera le plus vite, à qui impressionnera le plus les professeurs. Reed, lui, admire sincèrement Victor et cherche son amitié, ce qui rend la chose encore plus insupportable. On peut haïr un rival, mais comment haïr un rival qui vous tend la main ? Autour d'eux gravite un troisième étudiant, un footballeur massif au cœur d'or nommé Ben Grimm, le futur Chose, qui observe le petit jeu des deux cerveaux en se demandant lequel explosera en premier. La réponse arrive vite. Parce que Victor n'est pas venu en Amérique pour les diplômes. Dans le secret de son labo, il construit la machine de sa vie. Un appareil capable d'ouvrir une fenêtre sur les dimensions de l'au-delà, de localiser une âme précise dans les enfers et d'établir le contact. Une machine à parler aux morts, mi-technologie, mi-sorcellerie, la première fusion de ces deux héritages. L'objectif, tu le connais. Retrouver sa mère. Un soir, Reed tombe sur les calculs de Victor, par hasard ou par curiosité selon les versions, et son sang se glace. Il y a une erreur. Quelques décimales dans une matrice de calcul, mais à l'échelle des énergies en jeu, c'est la différence entre une fenêtre et une bombe. Reed prévient Victor. Il lui dit, noir sur blanc, que la machine va exploser. Et là, joue la scène en entier dans ta tête, parce que c'est la scène la plus importante de toute l'histoire de Doom. Celle que tous les scénaristes réécrivent depuis 60 ans. Victor écoute Reed. Victor regarde ses calculs. Et Victor choisit de ne pas vérifier. Pas parce que l'argument est mauvais, parce qu'il vient de Reed. Admettre l'erreur, ce serait admettre que Richards a vu quelque chose que lui n'a pas vu. Que le fils à papa américain est passé devant le génie de Latvérie sur sa machine, dans son domaine, sur le projet de sa vie.
plutôt exploser. Il lance l'expérience seul, de nuit. La machine s'allume, la fenêtre s'ouvre, et pendant une seconde, une seule, Victor entrevoit l'enfer et entend sa mère. Les versions divergent sur ce qu'il voit exactement dans cette seconde, et c'est voulu, chaque grand auteur ayant repeint la scène à sa manière. Un visage dans les flammes, une main tendue, un appel. Ce qui ne change jamais, c'est que le contact a lieu, que c'est réel, qu'il y était presque. La machine ne mentait pas, elle était juste mal réglée, de quelques décimales, celle de Reed. Victor touchera cette idée toute sa vie comme on touche une dent cassée. Il avait raison sur le fond. Puis tout explose exactement comme Reed l'avait calculé, et la moitié du dortoir avec. Ben Grimm racontera plus tard avoir entendu la déflagration à l'autre bout du campus et avoir déterré lui-même son camarade des décombres, ce dont Victor ne le remerciera jamais, évidemment. Victor survit, mais son visage ne s'en remettra jamais, et c'est ici que les comics ont glissé leur détail le plus génial, alors accroche-toi. Dans la version la plus célèbre de l'histoire, celle que les plus grands auteurs du personnage défendent, l'explosion ne laisse qu'une cicatrice. Une seule balafre, fine, le long de la joue. Le genre de marque qu'un autre homme porterait avec un certain charme. Mais Victor Von Doom n'est pas un autre homme. Victor se regarde dans le miroir de l'infirmerie et ne voit pas une cicatrice. Il voit une imperfection, la preuve gravée dans sa chair que Reed Richards avait raison et que lui avait tort. Et ça, c'est insupportable. Son visage est ruiné non pas parce qu'il est défiguré, mais parce qu'il n'est plus parfait, ce qui dans sa tête revient exactement au même. La vanité comme tragédie. Retiens cette clé, c'est la serrure de tout le personnage. L'université l'expulse pour expérimentation interdite. L'Amérique lui tourne le dos, et Victor disparaît de la civilisation en emportant sa rage, sa honte et un visage qu'il refuse désormais de montrer. On le retrouve des mois plus tard à l'autre bout du monde, dans l'Himalaya, à moitié mort de froid, recueilli par un monastère de moines tibétains dont les légendes parlaient d'arts oubliés. Ce n'est pas un hasard s'il a marché jusque-là. Les carnets de sa mère mentionnaient ses ordres cachés, gardien de savoir que l'Occident a perdu, et Victor, dépouillé de tout, son génie officiel réduit en cendres avec sa réputation, vient chercher l'autre moitié de son héritage, celle qu'aucune université ne délivre. Victor y passe des années. Il apprend leur discipline, leur mysticisme, leur forge. Il unifie enfin la science paternelle et la magie maternelle en une seule pratique, et finit par prendre le contrôle de l'ordre entier, parce que c'est Victor. Il n'intègre pas un groupe, il en prend la tête. Et quand il est prêt, il ordonne aux moines de forger son nouveau visage. Une armure complète, cuirasse, cape, capuche, et un masque de métal, un visage impassible et définitif à présenter au monde à la place de l'autre. La légende du personnage tient dans la scène de la forge. Quand le masque est prêt, encore rougeoyant de la fournaise, les moines proposent d'attendre qu'il refroidisse. Victor refuse d'attendre. Il ordonne qu'on l'applique immédiatement, métal brûlant contre chair nue, et c'est ce moment précis, dit la légende, qui achève de détruire le visage que l'explosion n'avait qu'effleuré. Son plus grand malheur, comme toujours, il se l'est infligé lui-même, par pur refus de patienter, de plier, d'être ordinaire une seule seconde. Victor Von Doom meurt dans cette forge. L'homme qui en sort s'appelle Doom, et Doom rentre à la maison. Ce qui suit est expédié en quelques cases dans les comics, mais mérite qu'on s'y attarde. L'homme masqué revient en Latverie, ce petit royaume qui a tué son père et damné sa mère, et il le prend. Pas par une guerre, par une démonstration. Doom retrouve d'abord les siens, le clan, le vieux Boris qui reconnaît l'enfant sous l'armure, et il transforme les persécutés d'hier en réseau d'hier soir. Renseignements, soutien, relais dans chaque village. Puis il décapite le régime avec la précision d'un théorème. Les défenses du château tombent en panne les unes après les autres, la garde se retrouve à combattre des machines qu'elle ne comprend pas, et le baron Fortunoff, celui-là même qui avait condamné Werner des années plus tôt, vieilli sur son trône, finit face à un homme en masque de fer venu lui présenter une facture vieille de 20 ans. Le baron, sa noblesse, sa garde, tout le système qui a broyé l'enfance de Victor, balayé en quelques semaines par un seul homme, ses inventions et sa stratégie. Doom s'installe dans le château qui surplombait les campements de son enfance, se proclame monarque absolu et referme les frontières. Le fils de Tzigane persécuté est devenu le maître héréditaire du pays qui le chassait. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait une vengeance parfaite, presque un conte de héros. Sauf qu'il faut regarder ce que Doom fait de son royaume, parce que c'est là que le personnage devient un casse-tête moral qui rend fou l'univers Marvel depuis 60 ans. Sous Doom, la Latverie devient prospère, vraiment prospère. Plus de pauvreté, éradiquée. Plus de criminalité, éliminée. Plus de guerre,
aucun pays au monde n'oserait toucher au royaume de Doom. La santé, l'éducation, la technologie, parmi les meilleurs de la planète. Les rues sont propres, les greniers sont pleins, et le peuple, pour une bonne partie, aime sincèrement son monarque. Le prix, tout le reste. Zéro liberté, zéro opposition, zéro vote, des robots de surveillance à chaque coin de rue, et une règle unique. On ne conteste pas Doom. C'est la dictature la plus confortable du monde. La cage dorée à l'échelle d'un pays. Et Doom te regarderait droit dans les yeux en te demandant, très calmement, « Montre-moi une démocratie où personne n'a faim ». Fais le tour du propriétaire d'ailleurs, parce que les comics ont peaufiné ce décor pendant des décennies et c'est un délice. La capitale s'appelle Doomstadt, littéralement la ville de Doom, dominée par le château. La monnaie nationale porte son effigie, les places portent son nom, les statues aussi, l'humilité n'a jamais été au programme. L'ordre est maintenu par ses robots, des patrouilles mécaniques dans chaque rue, si bien que le pays fonctionne avec une armée qui ne dort pas et ne discute pas. Et la Latvérie est un état souverain reconnu, membre de la communauté internationale, avec une ambassade en plein New York, ce qui offre aux scénaristes un jouet inépuisable. Doom se promène régulièrement aux États-Unis, à quelques rues des héros qui rêvent de l'arrêter, intouchable, couvert par l'immunité diplomatique, sirotant son statut de chef d'État pendant que les Avengers serrent les dents. On ne menotte pas un roi en visite officielle. Et pour finir de camper l'ambiance, offre-toi 30 secondes d'immersion, parce que les comics ont raffiné ce cérémonial pendant des décennies. Imagine que tu obtiennes une audience. On te fait traverser des couloirs de pierre où alternent armure médiévale et serveur informatique. Des robots te scannent à chaque porte. Et tu débouches dans une salle du trône, une vraie, avec des candélabres et des écrans de contrôle. L'homme en armure ne se lève pas. Il ne te salue pas. Il attend que tu parles. Et pendant que tu parles, tu comprends à son silence que chaque seconde de ton temps de parole est un cadeau qu'il te fait et qu'il comptabilise. Tu ne négocies pas avec Doom. Tu déposes une requête et il statue. Des présidents ont fait la queue dans cette salle. Des dieux du tonnerre y ont été reçus avec la même courtoisie glaciale qu'un ministre du cadastre. C'est cette texture, ce mélange de châteaux hantés et de superpuissance technologique, de protocoles d'un autre siècle et de menaces planétaires, qui rend le personnage inimitable sur le papier, et que le cinéma n'a encore jamais réussi à mettre à l'écran. Voilà le méchant qu'on t'a vendu. Il ne veut pas détruire le monde, il veut le gérer. Et le plus terrifiant, c'est qu'il a des arguments. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, son vieux camarade d'université a eu des aventures aussi. Reed Richards a emmené 3 proches dans une fusée expérimentale. Les rayons cosmiques ont fait leur œuvre, et les 4 fantastiques sont nés. La première famille de super-héros, les célébrités scientifiques de New York. Et en 1962, dans le 5e numéro de leur magazine, Stan Lee et Jack Kirby leur envoient un nouvel adversaire. Un monarque en armure verte qui kidnappe l'invisible, et expédie l'équipe voyager dans le temps chercher le trésor de Barbe Noire. Si, vraiment, les comics des années 60 étaient comme ça, on adore. Cerise absolue sur cette intrigue d'époque. Une fois dans le passé, Ben Grimm déguisé en pirate se révèle être, par boucle temporelle, le véritable Barbe Noire de la légende. La chose est canoniquement le pirate le plus célèbre de l'histoire. On te jure qu'on n'invente rien. L'intrigue est folklorique, mais le personnage, lui, frappe immédiatement. Ce méchant-là a un royaume, une histoire avec Reed, un masque qui ne montre rien et une manière de parler de lui-même à la 3e personne qui transforme chaque phrase en décret royal. Doom ne dit pas « je vais vous vaincre ». Doom dit « Doom va vous vaincre ». Le public adore instantanément, et les scénaristes se transmettent depuis les règles non écrites du Doomspeak comme un art martial. Doom ne s'abaisse jamais à l'argot, ne plaisante presque jamais, ne s'explique jamais 2 fois, et considère chaque conversation comme une audience qu'il accorde. Écrit correctement, il transforme la moindre réplique de comics en tirade shakespearienne. Et écrit incorrectement, il devient une parodie, ce qui explique pourquoi le fandom monte la garde à chaque nouvelle apparition. Stan Lee lui-même a toujours dit son faible pour le personnage, avec sa vanne fétiche répétée en interview pendant 50 ans. Au fond, plaidait-il avec un grand sourire, Doom n'est même pas un vrai criminel. Vouloir dominer le monde n'est pas illégal. Citez-moi la loi qui l'interdit. L'avocat le plus prestigieux de l'histoire du personnage était son co-créateur. Lee et Kirby comprennent qu'ils tiennent quelque chose, et le baron latvérien devient le grand récurrent de la série, puis le grand méchant de tout l'univers Marvel naissant. Et très vite, les auteurs comprennent la vraie nature du duel qui fait tourner la machine. Doom contre les 4 fantastiques, ce n'est pas un méchant contre des héros, c'est Doom contre Reed. Les 3 autres sont des dommages collatéraux. Toute la haine du monde, concentrée sur un seul homme, pour un seul crime. Avoir eu raison une fois. Parce que comprends bien la logique interne du personnage, elle est délicieuse.
Doom ne peut pas admettre que l'explosion était sa faute, sinon tout son édifice mental s'effondre. Donc, dans sa tête, c'est Reed qui a saboté la machine. Reed, jaloux de son génie, a trafiqué ses calculs. Et la vraie question, celle que les auteurs se passent de décennie en décennie sans jamais la fermer, c'est est-ce qu'il y croit vraiment ? Certains récits montrent un Doom sincèrement convaincu, prisonnier de bonne foi de son propre mensonge, réécrivant le souvenir chaque fois qu'il le convoque. D'autres laissent entrevoir pire. Des instants, fugaces, où le regard derrière le masque sait parfaitement la vérité et choisit, une fois de plus, de ne pas la regarder, parce qu'entretenir la haine de Reed coûte moins cher que d'affronter une seconde de honte. Un mensonge qu'on se raconte en le sachant faux, maintenu à bout de bras pendant 60 ans. Demande à n'importe quel psychologue, c'est un travail à plein temps, et c'est exactement ce que le personnage a l'air de faire de sa vie. Chaque miroir, chaque reflet dans une vitre, chaque seconde de sa vie dans ce masque lui rappelle Richard, et chaque rappel exige vengeance. Pas le tuer, non, ce serait trop simple. Et c'est un point que les meilleurs auteurs soulignent toujours. Doom a eu 1000 occasions de tuer Reed et les a presque toutes laissées passer. Ce qu'il veut, c'est le battre. L'humilier intellectuellement. Prouver, une bonne fois pour toutes, devant témoins, que Victor Von Doom est le plus grand esprit de la planète, et que l'autre n'est qu'un imposteur chanceux. La tragédie cachée étant, évidemment, que ce besoin maladif de preuve est en lui-même l'aveu. On ne passe pas 60 ans à vouloir prouver quelque chose dont on est vraiment sûr. Alors les affrontements s'enchaînent à travers les décennies, et on va te donner les morceaux de bravoure, ceux qui ont construit la légende. Doom qui échange son corps avec celui de Reed. Doom qui rétrécit l'équipe entière dans un micro-monde. Doom qui vole le pouvoir du surfeur d'argent, sa planche et son pouvoir cosmique, et terrorise la planète en surfant sur les nuages. Une des images les plus iconiques des années 60, le monarque médiéval chevauchant l'énergie des étoiles au-dessus de Manhattan, jusqu'à ce que Reed le piège avec la seule règle qu'il ignorait. Le pouvoir du surfeur ne peut pas quitter l'atmosphère sans son propriétaire, et Doom, lancé à pleine vitesse vers l'espace, se fait dépouiller par la physique elle-même. Doom qui déclare la guerre au Wakanda dans la saga Doom War, l'affrontement des deux monarques absolus de l'univers Marvel, le roi scientifique de l'Advérie contre le roi guerrier T'Challa pour le contrôle du vibranium, et qui pousse Black Panther à une extrémité qu'aucun héros n'avait envisagée. Plutôt que de laisser le métal sacré tomber entre les mains de Doom, T'Challa rend inerte tout le vibranium du Wakanda, brûlant la richesse millénaire de son propre royaume pour que son ennemi ne l'ait jamais. Voilà le niveau de menace. Contre Doom, la victoire des héros ressemble à une terre brûlée. Doom qui piège les fantastiques dans son château pour le mariage de la fille de Reed. Et surtout, arme secrète absolue du personnage et trouvaille narrative géniale, les Doombots. Doom a construit des dizaines de répliques robotiques de lui-même, parfaites jusqu'à la voix, jusqu'aux manières, programmées pour se croire le vrai Doom tant que l'original n'est pas dans la pièce. Officiellement, c'est de la sécurité et de la diplomatie par procuration. Officieusement, pour les scénaristes, c'est le Joker éternel. Chaque fois que Doom perd de façon humiliante, chaque fois qu'un héros de seconde zone le bat, chaque fois qu'un auteur l'a mal écrit, il suffit d'une case, plus tard, où le vrai Doom, sur son trône, murmure que ce jour-là, c'était un Doombot. 60 ans de défaite annulables rétroactivement. Le personnage est équipé d'un bouton d'annulation intégré à son propre canon, et les fans adorent ce jeu. À ce stade, la moitié des humiliations de Doom sont officiellement des robots, et l'autre moitié fait débat. Et des humiliations à annuler, il y en a de mythiques, parce que 60 ans de publications mensuelles produisent forcément des accidents devenus cultes. La plus célèbre, Doom vaincu par Squirrel Girl, l'écureuillette, une héroïne ado dont le pouvoir est de parler aux écureuils, qu'il a littéralement enseveli sous une marée de rongeurs dans un comics des années 90, devenu le même fondateur du personnage de Squirrel Girl, invaincu à ce jour. Doombot, tranche le fandom, forcément un Doombot, il n'y a même pas débat, il y a thérapie. Il y a Luke Cage, le héros de Harlem, arnaqué de 200 $ par un Doom pressé, qui a traversé la moitié du cosmos dans une fusée empruntée pour débarquer au château de l'Advérie réclamer son argent. Où est mon fric ? Une histoire des années 70 élevée depuis au rang de trésor national. Et il y a le running gag transversal, Doom hurlant Richards à chaque contrariété, poing levé vers le ciel, devenu le cri de ralliement du fandom, l'équivalent Marvel de crier contre la pluie. Un personnage ne devient une légende que quand Internet peut rire de lui sans cesser de le craindre, et Doom a réussi les deux. Et puisqu'on est dans le tiroir des anecdotes, on t'offre la meilleure de toutes, celle qu'on garde pour les dîners. Le Docteur Doom n'est pas docteur. Réfléchis 2 secondes, on t'a raconté sa vie. Il a été expulsé de l'université après l'explosion, jamais diplômé. Le titre de docteur, il se l'est décerné lui-même, par décret personnel, comme le reste, et il exige qu'on l'utilise. Et toute la planète obéit. Les présidents, les héros, les dieux, tout le monde dit Dr Doom depuis 60 ans à un homme qui n'a pas fini ses études. Quand un personnage arrive à faire valider son propre mensonge par l'univers entier par pure force de caractère, c'est qu'on touche au génie.
Ajoute à la collection l'homme qui parle de lui à la troisième personne a des goûts d'esthète, pianiste de niveau concertiste selon le canon, peintre à ses heures, capable de disserter sur l'art de la Renaissance entre deux plans de domination, parce qu'un roi, un vrai, se doit d'être complet. Le personnage est un excès permanent, dans la menace comme dans le raffinement, et c'est exactement le carburant qui fait tourner les fans depuis 3 générations. Mais si Doom n'était que ça, l'ennemi récurrent à la troisième personne et aux robots de secours, il serait un bon méchant, pas une légende. Ce qui l'a fait passer dans la catégorie au-dessus, ce sont les histoires où les auteurs ont ouvert le masque, et la plus belle de toutes s'appelle Triomphe et Tourment, un roman graphique de la fin des années 80, considéré comme un des sommets du personnage. On y apprend le rituel secret de Doom, celui qu'il pratique depuis toujours. Une nuit par an, chaque année, à la même date, la nuit de la Saint-Jean selon le canon, le maître de la Latverie descend dans les enfers de Méphisto, seul, et défie le démon pour libérer l'âme de sa mère. Une nuit par an, chaque année. Et chaque année, depuis des décennies, il perd. Méphisto est chez lui, en enfer, tout puissant sur son domaine, et le duel est truqué d'avance, et Doom le sait, et Doom y retourne quand même, chaque année, se faire broyer par un dieu pour une promesse d'enfant. Dans cette histoire, il gagne un tournoi de sorciers dont le prix est une faveur du sorcier suprême en personne, et exige donc du Docteur Strange qu'il l'accompagne en enfer, l'alliance la plus improbable du canon, le gardien mystique de la Terre servant d'auxiliaire au tyran de Latverie par simple parole donnée. La descente est un cauchemar somptueux, Méphisto joue avec eux comme un chat, et la résolution, qu'on te livre avec des pincettes parce qu'elle mérite d'être lue, repose sur une cruauté théologique parfaite. Méphisto finit par libérer Cynthia, mais d'une manière qui inflige à Victor une blessure qu'aucun duel n'aurait pu lui faire, en lui montrant exactement ce que son âme à lui est devenue aux yeux de sa mère. La victoire au goût de damnation. Ce rituel annuel est la plus belle idée jamais écrite sur le personnage. Le tyran le plus orgueilleux de l'univers, l'homme qui ne s'agenouille devant rien, va se faire humilier une nuit par an, en secret, par amour pour sa mère. Voilà ce qui vit sous l'armure. C'est pour ça que les lecteurs ne l'ont jamais vraiment détesté. Et il y a l'autre pilier de son code, la parole. Doom ne ment pas. C'est un principe absolu du personnage, vérifié à travers 60 ans d'histoire. Quand Doom donne sa parole, elle est tenue, à la lettre, quoi qu'il en coûte. Il peut ruser, omettre, formuler ses serments avec la précision retorse d'un avocat du diable, et il faut toujours écouter la formulation exacte, mais il ne trahit pas sa parole donnée. Pourquoi ? Par honneur ? Pas exactement. Par orgueil, encore et toujours. Mentir, c'est admettre qu'on a besoin de mentir. C'est un outil de faible. Doom estime que sa volonté suffit à plier le monde, alors tricher serait s'insulter lui-même. Résultat délicieux, le plus grand méchant de Marvel est aussi l'un des personnages les plus fiables de tout l'univers. Des héros ont confié leur vie à la parole de Doom. Aucun n'a été trahi. Ils en sont tous ressortis furieux, ruinés ou piégés par une virgule mal lue dans le contrat, mais la parole, elle, était tenue. Dernier morceau du portrait avant de passer aux choses cosmiques. La Latverie n'est pas qu'un décor, c'est une famille de substitution et elle a ses fantômes. Valeria, l'amour de jeunesse resté au pays, et son destin est l'histoire la plus noire jamais écrite sur Doom, alors accroche-toi. Des années plus tard, dans un récit intitulé L'Impensable, qui porte remarquablement bien son nom, Doom cherche à franchir un cap de puissance magique, et des entités démoniaques lui proposent le marché suprême, un artefact d'une puissance inouïe contre le sacrifice de la seule chose qu'il ait jamais aimée d'un amour simple. Victor retrouve Valeria, la femme qu'il a attendue, qui croit encore au garçon du campement. Et il la livre. Les démons la consument sous ses yeux, et de ses restes, il forge pour lui une armure de sorcellerie faite, on te le dit avec les pincettes maximales, de ce qui reste d'elle. Doom portera son amour de jeunesse sur le dos. C'est le point le plus bas du personnage, la preuve que sous le code d'honneur et la tragédie, l'abîme existe vraiment, et les fans en débattent encore. Est-ce le vrai visage de Doom ou sa pire trahison de lui-même ? Mais voilà le vertige. Le même homme, quelques années plus tôt, a fait exactement l'inverse. Quand Sue Richards, enceinte, manque de mourir en couche d'un bébé aux radiations impossibles, quand Reed échoue et que tous les médecins de la Terre échouent, c'est Doom qui débarque, qui exige le silence et qui sauve la mère et l'enfant là où son rival avait échoué. Parce que sauver ce que Richards ne peut pas sauver, c'est la victoire suprême. Son prix ? Un seul. Choisir le prénom de la petite. Il la nomme Valeria. La fille de son pire ennemi porte le prénom de l'amour qu'il a sacrifié. Et Doom, en retour, considère la petite Valeria Richards comme sa filleule, la protège, l'adore, et c'est réciproque. La gamine géniale appelle affectueusement Oncle Doom, l'homme qui a passé sa vie à essayer de détruire son père. Le même cœur a produit les deux gestes. C'est ça Doom, pas un monstre, pas un héros,
un gouffre entre les deux. Il y a Christophe, un petit orphelin latvérien dont Doom croise la route après la mort de la mère de l'enfant et qu'il recueille au château, à sa manière. Pas d'affection démonstrative, mais une éducation de prince, et la désignation officielle comme héritier du trône. L'orphelin de Latvérie refusant à un autre orphelin de Latvérie le destin qu'on lui avait fait. C'est presque beau. Puis Doom meurt, enfin, est présumé mort. Ça arrive tous les 5 ans. Et là, la belle histoire bascule dans l'horreur douce. Les protocoles du château s'activent, les machines saisissent l'enfant et implantent dans l'esprit de Christophe la personnalité et les souvenirs complets de Doom lui-même. La sauvegarde mentale du maître déversée dans le cerveau d'un garçon de 10 ans, qui se réveille convaincu d'être Victor von Doom, réclame son armure taille enfant et gouverne le pays en attendant que le vrai revienne réclamer son corps de rechange. Une des histoires les plus glaçantes et les plus tristes du canon. Même sa tendresse, Doom l'avait équipé d'un plan de secours. Partout le même motif. Doom essaie d'aimer, et son orgueil transforme chaque amour en machine, en pacte ou en tragédie. Et mesure enfin l'ombre portée du personnage sur toute la pop culture, parce qu'elle est partout une fois qu'on la cherche. Un seigneur masqué de noir derrière un visage détruit, cape, armure, voix caverneuse et empire à sa botte. Ça ne te rappelle personne? Le débat sur l'influence exacte de Doom sur Dark Vador occupe les historiens du genre depuis les années 70. Et qu'on tranche ou pas la question de l'inspiration directe, la généalogie esthétique est indiscutable. Doom a inventé en 1962 le costume du tyran tragique que tout le monde copie depuis. Les jeux vidéo, l'animation, le cinéma, la silhouette capée au masque de métal et le génie défiguré qui règne par la peur sont devenus des archétypes. Et l'original trône au sommet de tous les classements de méchants de comics jamais publiés, décennie après décennie, généralement devant Magneto et le Joker, ce qui, vu la concurrence, en dit long. Il a même son futur attitré, Doom 2099, la version cyberpunk d'un Marvel futuriste où un jeune Doom règne sur un monde de méga-corporations, preuve que même dans un siècle, dans l'imaginaire de la maison, la Latvérie a toujours le même patron. Garde tout ça en tête. Maintenant, on monte d'un étage. Parce qu'on t'a promis un homme qui tue des dieux et il est temps de payer. 1984. Marvel lance le premier grand crossover de son histoire. L'événement qui donnera son nom, retiens-le, à 2 films du MCU. Secret Wars, les guerres secrètes. Le pitch est simple et énorme. Une entité cosmique toute puissante appelée le Beyonder, un être d'une dimension au-delà de la nôtre, curieux de comprendre le désir humain, kidnappe les plus grands héros et méchants de la Terre, les dépose sur une planète arène fabriquée pour l'occasion, Battle World, le monde bataille, et leur annonce les règles. Battez-vous, détruisez vos ennemis, et tout ce que vous désirez sera à vous. Les héros s'organisent, les méchants s'entretuent, le tournoi cosmique suit son cours prévu. Sauf pour un participant. Parce que pendant que tout le monde joue au jeu du Beyonder, Doom, lui, pose la seule question qui l'intéresse. Qui est l'arbitre et comment lui prendre son sifflet? Ce qui suit est, aujourd'hui encore, considéré comme LE moment définitif du personnage, celui que les fans citent les yeux fermés. Pendant que héros et méchants s'affrontent en bataille rangée, Doom déserte le tournoi dès le premier jour. Il l'a dit en face au Beyonder d'ailleurs. Seul de tous les participants a osé prendre la parole devant l'entité. Tes jeux ne m'intéressent pas, je veux comprendre ta puissance. Il réquisitionne une base, dissèque la technologie de Battleworld, s'allie temporairement à qui peut lui servir, dont un petit homme fragile et terrifié nommé Owen Reese, l'homme molécule, un des êtres les plus puissants de l'univers déguisé en dépression ambulante. Note ce nom quelque part, il revient dans 30 ans et il sera la clé de tout. Doom analyse le Beyonder, comprend la nature de son pouvoir, construit les machines nécessaires et fait ce qu'aucun héros n'a même osé imaginer. Il attaque directement l'entité toute puissante et il lui vole son pouvoir. Pas une partie, tout. Doom absorbe l'omnipotence d'un être qui pouvait effacer des galaxies d'une pensée et devient littéralement, sans exagération aucune, le maître absolu de toute existence. Et qu'est-ce qu'il en fait? C'est là que l'histoire devient géniale. Il ne détruit rien, il ne torture personne. Il s'assoit, il répare son visage d'une pensée, il ressuscite les morts du tournoi et il attend, en essayant pour la première fois de sa vie, de réfléchir à ce qu'il veut vraiment maintenant qu'il peut tout. Et les héros, terrifiés, montent à l'assaut de celui qui est devenu un dieu. Et le dieu les foudroie d'un geste, tous, en 1 seconde. Doom a gagné, totalement, absolument, définitivement gagné. Et puis il perd. Et la manière dont il perd est la meilleure leçon d'écriture de toute l'histoire des comics. Doom n'est pas vaincu par une armée, une astuce ou un pouvoir supérieur. Rien de tout ça n'existe plus face à lui. Doom est vaincu par un doute. Et la mécanique précise vaut le détour. Pendant qu'il médite sur son omnipotence, Doom garde un œil, par appareil interposé, sur le camp des héros qu'il vient de foudroyer. Et c'est cette surveillance elle-même qui le condamne. Pourquoi un dieu surveillerait-il des fourmis, sinon parce qu'une partie de lui les craint encore? Une infime partie de lui, tout au fond,
celle qui s'est construite dans un campement de Latverie et dans un miroir d'infirmerie, n'arrive pas à croire qu'il mérite ça, que c'est fini, qu'il a vraiment gagné, et attend, comme toujours, que quelqu'un vienne lui reprendre ce qu'il a. Et quand on possède un pouvoir qui transforme chaque pensée en réalité, l'attente d'une revanche devient une revanche. Son incertitude ouvre la faille. Une étincelle de puissance égarée ressuscite les héros exactement comme ils le redoutaient. Le pouvoir lui échappe dans la confusion, le Beyonder récupère son bien, et tout rentre dans l'ordre. Doom a tenu l'omnipotence entre ses mains, et c'est son propre passé qui l'a lâché. Tu commences à voir le motif ? L'explosion du labo, le masque brûlant, le pouvoir du Beyonder, personne n'a jamais vaincu Doom, à part Doom. C'est le seul adversaire à sa hauteur. Les décennies suivantes empilent les démonstrations. Pendant le gant de l'infini, quand Thanos, ton pote de l'autre vidéo, claque des doigts et s'installe en dieu, une poignée de survivants monte au front, et Doom est de la charge finale. Et le détail savoureux, confirmé par les auteurs, c'est que son plan n'a jamais été d'arrêter Thanos, c'était de lui prendre le gant au meilleur moment. Il y a Emperor Doom, l'histoire où il gagne pour de bon. Grâce à un être capable de soumettre les volontés, l'homme pourpre, un méchant dont la voix plie les esprits, que Doom capture et branche, littéralement, comme une pile au cœur d'une machine amplifiant son pouvoir à l'échelle planétaire, Doom prend le contrôle mental de la planète entière, en douceur, sans que personne s'en aperçoive, et devient l'empereur incontesté de la Terre. Et son règne fonctionne. Les famines disparaissent, les guerres s'arrêtent, le monde tourne mieux qu'il n'a jamais tourné. Et Doom s'ennuie, à mourir. Parce qu'un monde soumis ne prouve rien. Des sujets hypnotisés ne valident pas son génie, ils ne font qu'obéir, et régner sur des somnambules, c'est jouer aux échecs contre personne. Alors quand une résistance minuscule vient tout défaire, la vraie question du livre est de savoir si Doom ne l'a pas laissé faire. Cette histoire est le personnage entier en une fable. Doom veut moins le trône que le moment où le monde admettra qu'il le mérite. Et puis il y a l'autre versant, la magie, où il joue dans la même cour. Doom qui affronte des démons, des panthéons, qui dispute au Docteur Strange le titre de sorcier suprême dans certains récits, qui mélange sorts et circuits dans le même geste. Et l'épisode que les fans du MCU devraient connaître avant décembre, la croisade des enfants, où Doom, allié puis rival de la sorcière rouge, siphonne une force cosmique de vie qui la rendait quasi omnipotente et devient, brièvement, l'être le plus puissant de la planète. Encore. Décidément c'est une habitude. Tout en demandant Wanda Maximoff en mariage entre deux cataclysmes. Et le plus fou c'est qu'elle a hésité. Doom et la sorcière rouge fiancée, canoniquement, cherche l'histoire si tu ne nous crois pas. C'est sa singularité technique dans l'univers Marvel. Les autres génies, Stark, Richards, Banner, sont des scientifiques purs. Les autres maîtres mystiques, Strange en tête, ont abandonné la science. Doom est le seul être au monde à jouer les deux claviers en même temps, l'héritage du père guérisseur et de la mère sorcière fondus dans la même armure. Prends une seconde pour apprécier la cohérence. L'enfant aux deux héritages est devenu l'homme aux deux magies. Rien n'est gratuit chez ce personnage, tout est payé d'avance dans l'enfance, et c'est exactement pour ça que les scénaristes le vénèrent. Un mot sur sa place dans la cour des méchants, parce qu'elle est unique aussi. Doom ne se considère pas comme un méchant parmi les méchants, il les méprise presque tous. Les brutes cosmiques l'ennuient, les tueurs le dégoûtent, les anarchistes comme le Joker d'en face lui donneraient de l'urticaire. Le chaos est vulgaire, seul l'ordre est digne d'un esprit supérieur. Les rares qu'il traite en pair se comptent sur une main. Magneto, autre survivant des persécutions devenu monarque de sa cause, avec qui le respect est réel et documenté. Namor, le roi des mers, arrogance pour arrogance, couronne pour couronne, allié récurrent des mauvais coups. Les autres sont des outils, recrutés, utilisés, jetés. Quand les méchants de Marvel forment des alliances, Doom n'y adhère pas. Il les préside, ou il les ignore. On a fait le tour du trône, du code et des exploits. Et fais le point avec moi une seconde, parce qu'on est à la moitié du chemin et que le portrait est déjà unique en son genre. Un roi tzigane défiguré par son propre orgueil, adoré de son peuple, fiable comme un contrat et dangereux comme une religion, qui descend en enfer une nuit par an pour sa mère et qui a déjà tenu l'omnipotence 2 fois. Tout ce qu'on t'a raconté jusqu'ici, c'était l'échauffement. Prends une grande inspiration, parce qu'on arrive maintenant à l'histoire que tu attendais sans le savoir, celle que le film adapte. La plus grande histoire jamais écrite sur Doom, une des plus grandes jamais écrites chez Marvel tout court, et la raison exacte pour laquelle le prochain film Avengers s'appelle Doomsday et le suivant Secret Wars. 2015, Jonathan Hickman, la fin du multivers.
Pour comprendre Secret Wars version 2015, il faut d'abord comprendre la catastrophe qui l'amène. Et si tu as suivi les derniers films Marvel, le mot va te parler. Les incursions. Dans les comics de Jonathan Hickman, le multivers est en train de mourir. Les univers parallèles, ces réalités alternatives empilées à l'infini, ont commencé à s'effondrer les uns sur les autres. Deux univers entrent en collision, leurs deux terres se percutent, et les deux réalités s'annihilent mutuellement. Ça s'appelle une incursion, ça se produit de plus en plus souvent, et le compte à rebours est implacable. À la fin, il ne restera rien. Pas un univers, pas un atome, rien. Les plus grands cerveaux de la Terre, réunis en conclave secret, les Illuminati, Reed, Stark, Black Panther, Doctor Strange et compagnie, épuisent toutes les solutions pendant des années, jusqu'au plus inavouable. Détruire les terres d'en face avant qu'elles ne percutent la leur, l'assassinat de monde comme politique de survie, et le simple fait que les héros en arrivent là te donne la température morale de la saga. Reed Richards lui-même, l'homme qui résout tout, échoue. Et pendant que les héros échouent proprement, quelqu'un d'autre travaille en coulisses depuis des années, sous un nom d'emprunt qui terrorise les sectes du multivers. Rabu Malal, le grand destructeur. Une figure mystérieuse que des adorateurs à travers les réalités servent comme un dieu de la fin des temps. Quand son identité tombe, mi-saga, les lecteurs ont ri de ne pas l'avoir vu venir. Rabu Malal, évidemment, c'est Doom. Parti en croisade transdimensionnelle des années avant tout le monde, pendant que Reed faisait des réunions, et son arme secrète, c'est le petit homme qu'on t'a dit de noter il y a 10 minutes. Owen Reese, l'homme molécule, dont Doom a compris ce que même les Beyonders ignoraient qu'on avait compris, à savoir que chaque univers contient son Owen Reese, et que ces hommes molécules sont les détonateurs plantés par les Beyonders pour faire sauter les réalités. Doom a passé des années à voyager d'univers en univers pour les rassembler et les soustraire au plan de leur créateur. Le multivers meurt et la dernière incursion arrive, et le générique de fin de toute existence commence à défiler. Et c'est Doom qui trouve. Évidemment que c'est Doom. Avec deux alliés improbables, il remonte à la source du phénomène et découvre les responsables, les Beyonders. Le peuple entier dont l'entité de 1984 n'était qu'un émissaire. Des êtres au-delà de toute mesure qui ont décidé de détruire tous les multivers par expérience scientifique. Ce que Doom leur fait, on te le résume par pudeur cosmique. Au terme d'un plan de plusieurs années, d'une audace que même ses ennemis qualifieront de la plus grande de tous les temps, Doom détruit les Beyonders et s'approprie leur puissance combinée. Le pouvoir de tous les dieux ayant décidé la fin de tout, concentré dans un seul homme de l'Advérie. Et avec ce pouvoir, dans les toutes dernières secondes de l'existence, pendant que les deux derniers univers s'annihilent, Doom fait la seule chose possible. Il ramasse les morceaux. Il attrape des fragments de réalité morte, des villes, des pays, des continents arrachés à des milliers d'univers défunts, et il les coud ensemble en une planète unique, impossible, composite. Un patchwork de mondes. Il l'appelle Battleworld, en écho au tournoi d'autrefois. Et il s'en proclame Dieu. Voilà le décor de Secret Wars 2015, et c'est un des décors les plus fous jamais inventés. Une planète mosaïque où chaque région est un morceau d'univers mort avec ses propres lois, ses propres héros, ses propres versions des personnages, et au-dessus de tout ça, un ordre unique. Fais un tour d'horizon rapide pour mesurer la folie. Une baronnie entière d'ulques sauvages. Une province où l'apocalypse zombie a gagné. Un domaine régi par la version égyptienne antique des X-Men. Un royaume Tony Stark. Des dizaines d'autres, chacune dirigée par un baron qui répond au trône. Et aux frontières sud, un mur colossal. Le bouclier, tenu par une garnison sacrifiée, derrière lequel on parque tout ce qui est trop dangereux même pour ce monde-là. Les zombies, les robots exterminateurs, la horde. Dieu Doom, God Emperor Doom, régnant depuis son château, adoré comme créateur et sauveur du monde, ce qu'il est, techniquement, littéralement. La loi du monde tient en une phrase gravée partout. Doom est Dieu, et la simple hypothèse qu'il ait pu exister quelque chose avant Doom est une hérésie punie. La police du monde, ce sont des légions de Thor, un corps entier de porteurs de marteaux, les seuls jugés dignes de rendre la justice divine. Le shérif de ce dieu, son bras droit et sa conscience, c'est le Doctor Strange. Et la source secrète de toute la construction vit murée sous le château. Owen Reese, l'homme molécule. Le réacteur humain dont la puissance canalisée maintient Battleworld en un seul morceau, que Doom vient nourrir lui-même, en personne, dans le plus étrange rituel de sa vie de dieu. Retiens-le une dernière fois. La créature la plus puissante de ce monde n'est pas sur le trône, elle est à la cave. Et elle aime bien discuter. Et l'épouse de Dieu s'appelle Susan Storm. La femme de Reed Richards, qui ne se souvient de rien, car Doom a réécrit la mémoire du monde entier. Dans cette réalité, Reed Richards n'a jamais existé, et Valeria, la fille de Reed et Sue, est la fille de Doom. 8 années durant, Doom règne ainsi sur tout ce qui reste de l'existence, avec la famille de son ennemi comme famille à lui, dans un monde qu'il aime, qu'il a sauvé pour de vrai, et qui ne pose pas de questions. Et Hickman prend le temps de montrer le quotidien de ce dieu, et c'est là que la saga devient déchirante.
Doom a tout. Enfin, exactement tout ce qu'il a toujours voulu. Le trône ultime, l'adoration universelle, Suzanne, des enfants, un visage guéri sous la capuche. Et il n'est pas heureux. Il erre dans son propre paradis comme un veilleur de nuit, ronge son secret, et descend régulièrement à la cave discuter avec Owen Rhys, le seul être du monde à savoir la vérité, dans des conversations entre un dieu et sa pile électrique qui comptent parmi les pages les plus étranges et les plus belles de la saga. Pendant ce temps, sa fille, Valeria, dirige la Fondation du Futur, l'académie des jeunes génies du monde, et ses petits surdoués commencent à déterrer des anomalies dans les lois de la création, des incohérences, des coutures, sans comprendre que chaque découverte les rapproche de l'hérésie suprême, la preuve qu'il y a eu un avant. Le monde parfait de Doom est démonté de l'intérieur par l'esprit scientifique de sa propre fille adorée, et il le sait, et il la laisse faire. Parce que lui interdire de chercher la vérité serait admettre qu'il y en a une. Même Dieu, Doom reste prisonnier de la même vanité. Mais l'histoire, la vraie, commence quand un vaisseau de survivants est découvert, un canot de sauvetage ayant traversé la fin du monde en stase, et que s'en extraient les derniers passagers clandestins de l'univers d'avant, avec leurs souvenirs intacts. Parmi eux, tu l'as deviné, Reed Richards. Mais pas que. Le canot des héros n'était pas le seul à avoir passé la fin du monde. La Cabale, l'arche des méchants, a survécu aussi. Et à son bord, entre autres charmantes personnes, un certain Thanos. Oui, ton Thanos, le titan de l'autre vidéo, lâché dans le monde dieu de Doom. Et leur confrontation, vers la fin de la saga, est devenue une des pages les plus célèbres du siècle chez Marvel. Alors savoure. Thanos, égal à lui-même, se plante devant le trône et déroule sa menace cosmique habituelle, ce qu'il fera de Doom quand il aura fini de jouer. Doom l'écoute, poliment, descend de son trône, et arrache d'un seul geste la colonne vertébrale du titan, qu'il laisse s'effondrer en poussière devant la cour, avant de remonter s'asseoir. Une case. Le méchant le plus redouté du grand public, celui qui a fait trembler les Avengers pendant 10 ans de cinéma, désossé en une case par le monarque de Latverie. Quand on te demandera pourquoi les fans de comics souriaient d'un air entendu à l'annonce de Doomsday, montre-leur cette page. Et avant ça, très tôt dans la traque, la saga offre sa scène la plus déchirante. Quand les canaux sont découverts, c'est le Docteur Strange, le shérif de Dieu, qui arrive le premier sur place, reconnaît les survivants, comprend en une seconde tout ce que leur existence implique et fait son choix. Il les disperse aux quatre coins de Battleworld d'un sort, hors de portée du trône, pour leur laisser une chance. Une trahison de son dieu, en pleine place publique, par l'homme qui fut sa conscience pendant 8 ans. Ce que Doom fait de son shérif dans la seconde qui suit, de la main qui protégeait son règne, on te le laisse découvrir en frissonnant. Mais sache que c'est le moment précis où le lecteur comprend que le paradis de Doom est fini. Un monde qu'il faut maintenir en tuant ses justes ne tiendra plus longtemps. Et le jeu du chat et de la souris commence à l'échelle d'une planète dieu. Doom traquant à travers son royaume l'homme dont il a effacé l'existence, la seule personne au monde capable de comprendre ce qui a été fait et donc de le défaire. On te laisse les intrigues du milieu, les royaumes, les trahisons, les versions alternatives. C'est un festin qu'on récapitulera peut-être un jour en entier. On va directement à la fin, parce que c'est une des plus grandes scènes de l'histoire de Marvel, et c'est très exactement celle que le cinéma s'apprête à porter à l'écran d'une manière ou d'une autre. Le duel final. Doom contre Reed, à main nue, au cœur du château, pendant que le monde s'écroule autour d'eux. Le dieu contre l'homme. Et l'arbitre de ce duel, dans un retournement d'une élégance folle, c'est Owen Rhys en personne. L'homme molécule, la source du pouvoir, lassé de servir de pile, décide que la question mérite d'être tranchée à la loyale et retire son doigt de la balance, laissant les deux vieux ennemis face à égalité pour la première fois depuis l'université. Doom garde l'avantage du pouvoir divin résiduel. Il écrase Reed, il le brise, et Reed se relève, encore et encore, parce que c'est Reed. Et pendant le combat, Reed ne frappe pas là où on l'attend. Il pose une question. Il dit à Victor en substance « Tu as eu le pouvoir de refaire l'univers, et tu en as fait ceci, un monde où il a fallu m'effacer pour que tu dormes tranquille. Tu aurais pu tout réparer. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Et il enfonce le clou avec la phrase qui résume 60 ans de comics. On sait tous les deux, Victor, que si tu avais eu tort ce jour-là, à l'université, et que j'avais eu ce pouvoir à ta place, j'aurais fait mieux que toi. Dis-le. Et là, dans les dernières pages, après 8 ans de règne divin et une vie entière de déni, Victor Von Doom, dieu de ce qui reste de l'existence, répond 4 mots que personne, pas un lecteur, pas un personnage, ne pensait jamais lire. Oui, tu aurais fait mieux. Et à l'instant précis où Doom l'admet, où le mensonge fondateur de toute sa vie s'effondre enfin, le pouvoir change de main. Et Reed Richards, redevenu l'architecte, prend la suite. Il défait Battleworld et se consacre, avec sa famille, à reconstruire le multivers entier, univers par univers. Et le dernier geste de Reed est pour son ennemi. Dans les toutes dernières pages, en réparant la réalité, il répare autre chose. Quelque part en Latverie, Victor Von Doom se réveille, saisit un miroir
et découvre son visage. Guéri, intact, parfait. Reed lui a rendu ce que l'explosion avait pris, le geste le plus cruellement généreux possible. La preuve définitive que Richard était le plus grand, gravé non plus dans une cicatrice, mais dans son absence. Doom éclate de rire. Un rire qu'on te laisse interpréter, les fans en débattent encore. Soulagement, folie, gratitude, humiliation, ou tout ça à la fois. C'est la fin de Secret Wars, l'histoire que beaucoup considèrent comme le plus grand accomplissement de Marvel en bande dessinée au XXIe siècle. Et maintenant, tu sais ce que signifie le programme du MCU. Un film qui s'appelle Doomsday, suivi d'un film qui s'appelle Secret Wars, dans un univers de cinéma qui parle d'incursion et de multivers depuis 3 ans. Ils ne cachent même pas la recette. Ils savent que le plat est trop bon. Et que fait Victor Von Doom après Secret Wars, avec son visage tout neuf et sa grande vérité avouée? Accroche-toi, parce que c'est le rebondissement qui va directement nous ramener à Robert Downey Jr. Dans les comics qui suivent, Tony Stark tombe dans le coma après une guerre entre héros. Et le monde découvre alors un nouvel Iron Man dans le ciel. Une armure argentée, élégante, au visage découvert. Celui de Victor Von Doom. La série s'appelle Infamous Iron Man, et son pitch tient en une phrase vertigineuse. Doom, guéri, transformé par son passage au sommet et par l'aveu qu'il a libéré, décide de devenir un héros, et pas n'importe lequel. Il reprend le flambeau de Stark, l'homme qui lui ressemble le plus au monde. Le milliardaire génial, arrogant, incompris, en armure. Et la série tire tout le jus de la situation. Ben Grimm, la chose, devenu agent du Shield, le traque à travers le monde en refusant catégoriquement de croire une seconde à la conversion de l'homme qui a pourri la vie de sa famille pendant des décennies. Et on le comprend. Les héros qu'il sauve le remercient du bout des lèvres en gardant la main sur l'arme. Et le coup de théâtre familial. Sa mère, Cynthia, réapparaît, vivante, revenue d'entre les morts. Sauf que garde tes larmes, parce que la série cache là son twist le plus cruel. Et on te le donne parce qu'il est trop beau. Cette Cynthia-là n'est pas sa mère. C'est une marionnette, un simulacre fabriqué par Mephisto en personne. Le démon qui n'a jamais digéré de s'être fait arracher l'âme de la vraie Cynthia, et qui refuse de regarder Victor Von Doom, son client depuis toujours, se racheter et échapper à l'enfer qui lui était promis. Toute la série est un piège du diable pour faire rechuter un damné en voie de guérison, jusqu'à un faux Reed Richards dans la distribution. Doom qui essaie, sincèrement, maladroitement, de faire le bien, pendant que tous ceux qui devraient l'encourager attendent le piège, et que l'enfer lui-même investit dans sa rechute. Ça ne durera pas, évidemment, le trône de l'Advérie finit toujours par rappeler son roi. Mais l'expérience est tentée, sur le papier, canoniquement. Doom a été Iron Man. Alors maintenant, remets les lunettes du cinéma, et regarde ce que Marvel Studios a fait. Ils devaient recaster leur plus grand méchant à venir. Ils ont choisi l'acteur d'Iron Man. Et tout Internet a d'abord crié au recyclage nostalgique, au coup marketing cynique, à la panique de studio. Sauf que les lecteurs, eux, ont souri. Le lien Stark-Doom n'est pas un accident de casting. C'est un des thèmes les plus riches des comics modernes. Doom et Stark sont des reflets. 2 génies techniques dévorés d'ego. 2 hommes en armure qui cachent leurs blessures sous du métal. 2 caractères impossibles persuadés de savoir mieux que tout le monde. La différence tient en une bifurcation. Tony a touché le fond, a été forcé de se regarder en face et en est ressorti héros. Victor n'a jamais accepté de se regarder, et le refus a duré 60 ans. Iron Man, c'est Doom qui a réussi sa thérapie. Doom, c'est Iron Man sans la grotte. Confier les 2 rôles au même visage, dans un univers de multivers où chaque personnage peut croiser ses propres variantes, ce n'est pas de la paresse, c'est la matérialisation du thème. Et mesure la symétrie que le studio s'offre. La dernière image que le public garde de Downey chez Marvel, c'est un homme qui meurt en sauvant l'univers. Le sacrifice absolu, le claquement de doigts final d'Endgame, la salle en larmes. Sa première image de retour, c'est un trône, un masque et une promesse de pardon. L'acteur qui incarnait le prix du sacrifice revient incarner le refus du sacrifice, l'homme qui ne mourra pas pour le monde parce qu'il préfère le posséder. Pour un studio qu'on accuse de tourner en rond, c'est au contraire le geste le plus audacieux possible, prendre son souvenir le plus sacré et le retourner comme un gant. Quelle que soit la forme exacte que le film donnera à son Doom, et on ne spoilera rien parce que le film n'est pas sorti, le casting est le message. Le plus grand héros et le plus grand méchant de Marvel ont toujours été le même homme, à une décision près. Un mot maintenant sur le passif, parce qu'il explique l'enjeu. Le cinéma a déjà essayé Doom 3 fois, et l'a raté 3 fois. Dans les années 90, un premier film des 4 Fantastiques est tourné à toute vitesse et pour une poignée de dollars par la maison de Roger Corman, le roi de la série B, uniquement pour conserver des droits en train d'expirer, et n'est jamais sorti en salle. Le studio n'a jamais eu l'intention de le distribuer, les acteurs l'ont appris de la pire des manières, en faisant la promotion d'un film déjà enterré, et les copies pirates circulent depuis des conventions comme des reliques, avec dedans un Doom de carnaval au masque bricolé. En 2005 puis 2007, les 4 Fantastiques version studio transforment le monarque absolu de l'Advérie en PDG américain lisse et jaloux, joué par Julian McMahon, un méchant de série télé qui électrocute des gens dans des couloirs.
Le peuple, le trône, la magie, la mer, tout ce qui fait le personnage passe à la trappe. Et en 2015, le reboot maudit des 4 Fantastiques touche le fond. Doom y devient un programmeur asocial transformé en mannequin de cire télékinétique, dans un film renié par son propre réalisateur avant la sortie. 3 tentatives, 3 contresens, et une leçon que les fans répètent depuis 20 ans. Doom n'est pas un scientifique jaloux, c'est un roi tragique. Il ne fonctionne que si on lui donne sa dimension d'opéra, le pays, la couronne, le serment, la mer, l'orgueil. C'est précisément ce que le MCU semble avoir compris, et voilà pourquoi l'espoir est immense. Reste à raconter comment on est arrivé à ce film, parce que la vraie histoire industrielle est digne d'un arc de comics. A l'origine, le grand plan du MCU après Endgame ne tournait pas autour de Doom du tout. Le méchant de la nouvelle saga devait être Kang le Conquérant, le voyageur temporel aux variants infinis, installé dans la série Loki puis dans Ant-Man 3, avec un film Avengers annoncé sous le titre The Kang Dynasty. Et le plan s'est effondré pour des raisons qui n'ont rien de créatif. L'acteur de Kang, Jonathan Majors, a été arrêté puis reconnu coupable dans une affaire de violence, et Marvel l'a licencié dans la foulée. Le studio s'est retrouvé avec une saga entière bâtie sur un méchant décapité, des films en perte de vitesse, une fatigue du public documentée trimestre après trimestre, des box-office en berne et des séries en surchauffe. Et une seule sortie par le haut, abandonner Kang et dégainer l'arme absolue gardée en réserve depuis toujours, Doom. Le pivot est acté en interne, et à l'été 2024, sur la scène du Comic-Con, Marvel abat toutes ses cartes d'un coup. Les frères Russo reviennent, le film s'appellera Doomsday, et le masque tombe sur le visage de Downey. Pour un cachet que la presse spécialisée décrit comme l'un des plus élevés jamais versés à un acteur, on te laisse les montants exacts aux rumeurs. Le pari le plus cher de l'histoire du studio. Racheter la confiance du public en fusionnant son passé le plus glorieux et son avenir le plus risqué dans un seul homme. Et forcément, depuis l'annonce, les fans théorisent jour et nuit sur ce que sera exactement ce Doom. Et on te donne l'état du débat sans trancher, puisque le film tranchera. Certains parient sur un variant, la lecture multiverselle où le visage de Downey s'explique par les réalités parallèles. D'autres sur une adaptation frontale du Doom de Hickman, le sauveur tyrannique face aux incursions. La lecture que le mot collision du synopsis et la réplique du pardon rendent de plus en plus crédibles. Et les plus romantiques espèrent le grand mélange. L'origine latvérienne, la rivalité avec Reed installée par First Steps et la trajectoire divine de Secret Wars étalée sur 2 films. Ce qui est certain, c'est ce que Marvel a montré, rien de plus. Et depuis, la machine s'est emballée, et on peut te donner les faits publics, uniquement les faits publics. Le film sort le 18 décembre 2026, premier Avengers de l'histoire à sortir à Noël. Le casting annoncé est un délire d'une trentaine de noms, et 3 annonces ont fait trembler Internet. Les 4 Fantastiques de First Steps sont de la partie, logique. Doom sans sa némésis n'existe pas, et souviens-toi de la fin de leur film. La famille quittant son univers rétro-futuriste, et de cette scène post-générique où la silhouette encapuchonnée s'agenouille devant la petite Franklin. Les lecteurs, eux, ont blêmi de plaisir, parce qu'ils savent qui est Franklin Richards dans les comics, l'enfant le plus puissant du multivers, un gamin capable de créer des univers, littéralement, et parce qu'ils savent quelle place un enfant au pouvoir de création occupait dans le monde que Dieu Doom s'était construit. On n'en dit pas plus. Mais l'image de ce masque penché sur cet enfant précise n'a rien, absolument rien d'un hasard. Chris Evans revient en Steve Rogers, et l'éternel Peggy Carter avec lui. Et surtout, les X-Men historiques sont là. Patrick Stewart en Professeur Xavier, et Ian McKellen en Magneto. Les visages de la saga Fox 25 ans après, aperçus dans un manoir en ruine au détour d'un teaser. Le synopsis officiel parle de héros venus de 3 univers distincts, placés sur une trajectoire de collision. Et si tu as bien suivi la partie comics de cette vidéo, le mot collision vient d'allumer une petite lampe dans ta tête. Des univers qui se percutent, on sait comment ça s'appelle. Le premier trailer complet, lâché en juillet, a battu des records d'audience. On y voit Doom sur son trône de Latvérie, un tableau de famille au mur de son château, une femme et un fils que le film n'a pas encore nommés, des sentinelles sous son contrôle, et une dernière réplique glaçante murmurée par la voix de Downey. Un jour, vous me pardonnerez. Le deuxième trailer, dévoilé au D23 il y a quelques jours à peine, a enfoncé le clou avec Sue Storm en voix off, dressant le portrait d'un homme qui était le plus brillant de chaque pièce, qui était bon, autrefois, jusqu'à ce qu'on lui prenne tout ce qu'il aimait, pendant que Doom contemple le portrait de cette femme et de cet enfant. Et le trailer s'offre le vertige ultime, celui que toute cette vidéo t'a préparé à savourer. La voix de Downey qui prononce, 17 ans après la réplique la plus célèbre du studio, son reflet inversé. Je suis Doom. Les préventes ont explosé les compteurs à un niveau jamais vu pour un film à 4 mois de sa sortie.
Voilà. Tout le reste appartient au 18 décembre, et on se retrouvera ce jour-là. Il nous reste la question de fond, celle qu'on garde toujours pour la fin. Pourquoi lui ? Pourquoi, parmi les milliers de méchants de Marvel, c'est Doom que les auteurs vénèrent, que les lecteurs défendent, et que le studio a choisi pour porter l'avenir de tout son univers ? La réponse tient en 3 vérités, et la première est la plus dérangeante. Doom a raison. Pas sur tout, mais sur beaucoup trop de choses pour qu'on dorme tranquille. Son royaume est réellement prospère. Son peuple est réellement protégé. Quand le multivers est mort, c'est réellement lui qui a sauvé ce qui restait, là où tous les héros avaient échoué. L'histoire de l'univers Marvel est remplie de catastrophes que Doom avait prédites et de crises que Doom a réglées. C'est lui qu'on appelle quand Reed échoue, on te l'a raconté pour la naissance de Valeria. C'est lui qui sauve ce qui reste quand le multivers meurt. C'est chez lui que des héros en fuite ont trouvé asile, l'immunité latvérienne servant de refuge dans plus d'une saga, parce que le tyran, au moins, tient parole. Le méchant classique a tort et le héros le corrige. Doom, lui, pose une question à laquelle les héros n'ont jamais complètement répondu. Et si le monde allait objectivement mieux sous ma direction ? Toute son horreur est dans le prix, la liberté, et tout son génie d'écriture est là. On ne peut pas le réfuter d'un revers de main, il faut choisir contre lui, et choisir la liberté avec ses famines et ses guerres, plutôt que la prospérité à genoux. C'est un vrai choix, pas une évidence. Les meilleurs méchants sont des questions. Doom est la plus vieille question de la philosophie politique, coulée dans une armure. Deuxième vérité, Doom est le seul méchant dont le vrai adversaire est intérieur. Fait défiler sa vie, on l'a fait ensemble ce soir. Le laboratoire qui explose parce qu'il refuse de vérifier un calcul. Le visage détruit par un masque qu'il refuse de laisser refroidir. L'omnipotence perdue à cause de son propre doute. Le monde-dieu défait à l'instant où il avoue. À chaque étage de sa vie, l'ennemi qui le fait tomber porte son propre visage, celui qu'il cache justement sous le métal. Reed Richards n'est pas son adversaire, Reed est son miroir, le rappel ambulant de la seule chose qu'il ne supporte pas, l'imperfection de Victor. Voilà pourquoi le masque est le plus grand costume de méchant jamais dessiné, et pourquoi il fait tellement plus que cacher une cicatrice. Le masque de Doom est un aveu en fer forgé. L'homme qui ne pouvait pas vivre avec un seul défaut s'est fabriqué un visage sans défaut, immobile, éternel, parfait, et s'est enfermé derrière pour toujours. La perfection comme prison. Trouve-nous un méchant de cinéma avec une idée plus forte que celle-là. On attend. Et la troisième vérité, c'est le contraste avec celui qui occupait le poste avant lui, et la comparaison éclaire tout, parce que le MCU passe très exactement de l'un à l'autre. Mais élargis d'abord le cadre une seconde, parce que Doom répare un défaut structurel que les critiques reprochent au MCU depuis 15 ans, le fameux problème des méchants Marvel. Tu connais la recette, un méchant par film, présenté au premier acte, développé à la va-vite, tué au troisième, jeté, suivant. Des dizaines d'adversaires consommés comme des mouchoirs, et à l'arrivée, combien de mémorables ? Loki, parce qu'il a survécu et duré, Thanos, parce qu'on l'a construit sur 10 ans, le bouffon et quelques autres chez la concurrence d'en face, pour les mêmes raisons, le temps. Un grand méchant est un personnage récurrent, pas un obstacle jetable. C'est la leçon des comics depuis toujours, et Doom en est l'incarnation absolue. 60 ans de présence, jamais vraiment vaincu, jamais consommé, toujours de retour sur son trône à la fin, protégé par sa couronne, son immunité et ses robots. Si le MCU adapte ça correctement, Doom ne sera pas le méchant d'un film. Il sera le premier méchant institution du cinéma Marvel, celui qu'on ne jette pas après usage. Et la comparaison avec le plan précédent devient cruelle. Kang était un concept brillant sur le papier, l'ennemi aux variants infinis. Mais les variants diluent par définition, chaque nouveau visage affaiblissant la menace du précédent, l'inverse exact d'un mythe qui se concentre. Doom, c'est un seul homme, un seul masque, une seule volonté, et 60 ans de preuves. On ne remplace pas une dynastie par un individu. Là, c'est l'individu qui remplace la dynastie, et c'est un progrès. Thanos voulait soustraire, effacer la moitié de la vie, régler le problème par le vide, puis s'asseoir et regarder un soleil se lever sur un univers reconnaissant. C'est un méchant de fin du monde. Doom, c'est l'inverse absolu. Doom veut administrer. Il ne veut pas moins de monde, il veut tout le monde. Vivant, prospère, encadré, à sa place, sous son règne. Pas de moitié effacée, une totalité gérée. Thanos, c'est la mort qui se prend pour la solution. Doom, c'est l'ordre qui se prend pour l'amour. Et c'est infiniment plus dérangeant, parce que la promesse de Thanos ne tente personne, alors que celle de Doom, la sécurité, la prospérité, la fin du chaos contre un simple agenouillement,
est la tentation la plus vieille et la plus efficace de l'histoire humaine. Le trailer l'a parfaitement compris, c'est même sa dernière réplique. Un jour, vous me pardonnerez. Thanos n'a jamais demandé pardon. Thanos se fichait d'être aimé. Doom, lui, veut régner et être aimé pour ça. Et dans cette nuance tient tout le bond en avant que le MCU s'apprête à tenter. Alors on va se permettre une minute d'exigence, en fan, avant de conclure. Voilà ce que Doomsday doit réussir, et les 3 pièges qui ont déjà tué le personnage 3 fois au cinéma. Piège numéro 1, la PDGisation. Réduire Doom à un génie technologique jaloux. Gommer le trône, le peuple, la magie, la mer, tout ce qui fait de lui un opéra, et il redevient le méchant générique de 2005. Piège numéro 2, la vanne de trop. Le MCU adore désamorcer ses moments à coups d'humour, et Doom est le personnage le moins compatible avec cette habitude de toute l'histoire de la maison. Un Doom qui fait des blagues est un Doombot mal réglé, littéralement. Piège numéro 3, le méchant jetable. Le tuer proprement à la fin du 2e film pour passer à autre chose, et gâcher le premier méchant institution que le cinéma Marvel ait jamais eu entre les mains. En face, 3 promesses déjà visibles dans ce qu'on nous a montré. Un trône, une latverie, une couronne. Donc le roi plutôt que le scientifique. Une petite fille nommée Franklin au centre de l'échiquier, donc la mythologie de Battleworld plutôt qu'un plan de domination générique. Et une réplique qui demande pardon, donc la tragédie plutôt que la menace. Sur le papier, pour la première fois en 4 tentatives, quelqu'un semble avoir lu les bons comics. Rendez-vous en décembre pour compter les points. Allez, la frise complète d'un seul trait, comme on aime le faire ici, pour tout remettre dans l'ordre. Un enfant né chez les Roms de Latverie, d'un père guérisseur et d'une mère sorcière. Le baron tue le père, l'enfer garde la mère, et l'enfant jure de la libérer. Le génie grandit, part en Amérique, rencontre Reed Richards, refuse d'écouter son avertissement, et la machine à contacter les morts lui explose au visage. Une cicatrice, une vanité mortelle, un exil. Le Tibet, la forge, le masque appliqué brûlant, l'armure. Le retour au pays, le baron renversé, le trône pris, la Latverie transformée en dictature prospère. 1962, la première rencontre avec les 4 fantastiques, et le début de 60 ans d'obsession pour un seul homme. Les Doombots, les plans, les défaites annulées. Une nuit par an, en secret, l'enfer et Méphisto, pour l'âme d'une mère. 1984, Battleworld, le pouvoir du Beyonder volé, l'omnipotence perdue par un doute. L'empire mondial d'Emperor Doom, gagné puis abandonné par ennui. Les fiançailles avec la sorcière rouge, le sacrifice de Valeria, la naissance de l'autre Valeria, le prénom comme cicatrice. Des années de croisades secrètes sous le nom de Rabu Malal, les hommes molécules collectionnés d'univers en univers. 2015, les incursions, la mort du multivers, les Beyonders détruits, Battleworld recousu, 8 ans de règne en Dieu, la colonne vertébrale de Thanos arrachée d'un geste, le duel avec Reed, et les 4 mots impossibles, tu aurais fait mieux. Le visage rendu, le rire, l'armure d'Iron Man endossée, la rédemption tentée, le trône retrouvé. 3 films ratés, un pivot de studio, un Comic-Con, un masque qui tombe sur le visage le plus célèbre de Marvel. Et un rendez-vous, le 18 décembre, avec un homme qui promet qu'un jour, on lui pardonnera. Et voilà, tu sais maintenant qui est Dr Doom, et tu comprends pourquoi les fans n'ont pas dormi depuis l'annonce. Marvel ne sort pas juste un nouveau méchant. Marvel dégaine enfin le personnage qu'elle gardait en réserve depuis 60 ans, celui que 3 films ont raté et que le meilleur du comics moderne a consacré. Un dernier mot sur le débat qui va enflammer Internet dans les prochains mois, parce qu'il enflamme le fandom des comics depuis toujours. Doom avait-il raison ? Il existe tout un courant de lecteurs, mi-sérieux, mi-provocateurs, pour plaider le dossier, la Latverie prospère, le multivers sauvé, les promesses tenues, l'homme de parole face à des héros qui mentent tout le temps, et le dossier, on te l'accorde, se plaide. Mais l'accusation garde ses pièces à conviction, et la principale s'appelle Valeria, la première, celle du campement, livrée aux démons pour un surplus de puissance. Aucune prospérité nationale n'efface une armure taillée dans un amour sacrifié. La bonne réponse, comme toujours avec les grands personnages, c'est que la question est le prix d'entrée. On ne débat pas de Thanos, on le regarde, alors qu'avec Doom, on plaide, on s'engueule, on ressort les preuves. Et un personnage qui transforme ses lecteurs en tribunal permanent depuis 60 ans a gagné quelque chose de plus rare que tous les trônes. Il est vivant. Et si cette vidéo t'a donné envie d'aller à la source, on te souffle le parcours des connaisseurs, dans l'ordre. L'histoire de ses origines racontée par les grands auteurs modernes, puis triomphe et tourment pour le cœur,
Secret Wars 2015 pour le sommet et Infamous Iron Man pour le vertige. Des centaines de pages de comics parmi les plus beaux jamais publiés et pas une seule minute d'ennui. Parole de boîte. Si ce récap t'a plu, abonne-toi, c'est gratuit. Et promis, contrairement à Doom, on ne te demandera jamais de t'agenouiller. Le grand débat est ouvert en commentaire. Thanos ou Doom, le meilleur méchant de Marvel ? Argumente, on lit tout, et l'équipe Thanos peut aller réviser sur notre récap juste ici. Et d'ici décembre, on te prépare la remise à niveau complète du MCU avant Doomsday, pour que tu entres dans la salle en connaissant chaque pièce de l'échiquier. Allez, à très vite dans la boîte à récap.